Merci beaucoup pour cette présentation et mesdames et messieurs, merci aussi de me donner l'honneur et le plaisir de partager cette conférence. Alors c'est vrai que le sujet qui m'a été donné, comment définir la qualité, est un sujet impossible. Tout le monde l'a déjà dit avant moi et je m'y affronte d'une certaine manière parce que je pense que les controverses qui sont soulevées, les malentendus aussi qui entourent la qualité, sont certainement riches de possibilités. Et en tout cas, il nous amène à nous demander aussi comment on évalue la qualité. Et c'est vrai qu'une façon de définir la qualité est effectivement de se demander comment on l'évalue. Alors quand on regarde dans finalement l'histoire, la courte histoire de l'évaluation dans tous les domaines, de l'éducation jusqu'à la fabrique, on pourrait dire des établissements humains, eh bien l'évaluation par plusieurs stades. Tout d'abord, on pourrait dire, le premier stade a consisté à essayer d'établir des outils de mesure qui seraient quantifiables avec des référentiels et des indicateurs standardisés. Nous habitons avec ces référentiels, ces indicateurs, aujourd'hui dans tous les domaines. Et évidemment, ils sont par certains côtés extrêmement utiles et se trouvent renforcés par les outils numériques. On peut dire que finalement, cette première étape a quand même visé une optique de contrôle et de normalisation qui est revendiquée et qui est finalement quelque part appliquée. On peut dire qu'il y a un deuxième stade qui déjà a pris une certaine ampleur, qui a cherché à précisément privilégier, d'associer mesures et régulation, quantitatif et qualitatif, standardisation et contextualisation. Parce que c'est vrai que de se demander comment la standardisation est située, évidemment, ça fait toute la différence. Et cela rejoint la question de l'architecture ou du paysage et de l'urbain, bien sûr. Et cela, finalement, afin de disposer d'évaluations situées et éprouvées, c'est-à-dire qui sont effectivement aussi ressenties comme faisant partie d'une expérience. Nous en sommes, je pense, aujourd'hui, on peut le constater, à une troisième étape de l'évaluation, on pourrait dire une troisième génération d'évaluation, qui finalement, tout en maintenant l'importance du quantitatif et du qualitatif, cherche à situer la qualité, mais en l'inscrivant dans un processus coopératif et collaboratif. C'est absolument frappant de voir qu'en l'espace d'une dizaine d'années, la question du collaboratif, du coopératif, du faire ensemble a pris le premier pas. Ce qui amène d'une certaine manière à insister sur l'alliance des mesures abstraites, existentielles et vitales. C'est vrai que je prends volontairement ces trois mots, puisque je pense qu'il y a quelque chose autour de l'abstrait, tout ce qui est quantitatif, quelque part, est abstrait, mais aussi tout ce qui touche les dimensions existentielles et vitales renvoie à d'autres formes de mesures. Et c'est vrai que cette notion de prendre la mesure, getting the measure, est tout à fait stimulant, parce que prendre la mesure, ça n'est pas mesurer seulement. C'est redonner sa place finalement à des mesures abstraites et expérientielles. Alors, à partir de la Révolution, on peut dire menée dans un souci d'universalité et d'objectivité à la Révolution française, à la fin du siècle des Lumières, les mesures de l'étendue et de la durée ont été effectuées non plus en référence au corps humain, mais à la Terre, mais une Terre abstraite d'une certaine manière. Celle-ci faisant approximativement un tour sur elle-même en une journée, il a été convenu de diviser une journée en 24 heures, le globe terrestre en 24 méridiens, correspondant à 24 fuseaux horaires, etc. La Terre sera la matrice de la nouvelle unité de mesure. Ce n'est plus le corps de l'homme, mais si l'on peut dire celui de la Terre qui s'offre désormais comme mesure des choses, écrivait Denis Guedj dans son ouvrage « Le maître du monde ». Vous voyez, c'est tout à fait intéressant de voir que cette mesure de la Terre, c'est une mesure abstraite, mais qui est quelque part partagée, puisque le maître, du grec métron, mesure, a l'avantage de permettre des subdivisions et des multiplications en modules plus petits et plus grands,
du millimètre au kilomètre. Il correspond de ce fait à des échelles différentes et fonctionne à l'intérieur d'un système homogène, mieux adapté aux manipulations mathématiques abstraites que les anciennes unités de mesure. On connaissait les anciennes unités de mesure qui étaient le corps, le pouce, le pied, la palme, et il y en avait tout un nombre important qui finalement renvoyait aussi, même au niveau de la fabrication du bâtiment avec la brique, au poids de la brique dans la main. C'est-à-dire le corps était en première ligne, l'expérience corporelle était en première ligne. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, la perte de contact apportée par les mesures abstraites, finalement, nous impose une vigilance, car les mesures abstraites peuvent se faire tellement séduisantes qu'elles risquent d'en arriver à exclure ce qu'il en est du sens même d'habiter, et d'habiter la Terre. Et donc, vous voyez, on peut peut-être dire que cette première prise de mesure de la qualité, et notamment dans tout ce qui touche la culture du bâti, c'est le retour sur le corps humain et sur la question humaine, mais on peut dire l'humain en son corps, vulnérable, fragile, ayant des limites de toutes sortes qui sont déterminantes et qui sont essentielles. Et la qualité des lieux de vie ne se situe pas dans un espace qui serait homogène, mais au contraire dans un espace orienté en fonction, évidemment, des situations habitantes. Et cela au creuset existentiel de rythmes et de cycles multiples, que ce soit les rythmes cosmiques, biologiques, sociaux, individuels. Ils rythment la vie ordinaire, suivant des alternances, celles des saisons, des jours et des nuits. Ou bien des marées, qui sont liées, comme notre sang, à la rotation de la Lune autour de la Terre. Ces rythmes, nous les retrouvons en nous, dans les pulsations cardiaques, dans l'inspire et l'expire de la respiration, dans l'alternance de la veille et du sommeil. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les prises de mesure essentielles, c'est précisément la fragilité de la vie humaine et de la vie en général qui vient en première ligne et qui, d'une certaine manière, relance aussi une culture commune, puisque partageant cette fragilité et cette vulnérabilité. Dans la Grèce d'Euclide et de Platon, il fut possible de croire en une perfection idéale et statique du monde. Les corps géométriques réguliers purent apparaître comme des modèles ou des matrices intemporelles. Et beaucoup de ce dont nous avons hérité, quelque part, oubliant les corps, les corporéités humaines et animales, finalement, et végétales, en sont venus à des corps géométriques parfaits qu'on pouvait installer sur Terre. Le physicien Prigogine en appelle à une autre dimension, et on se pense à une autre mesure, à une autre prise de mesure, qui est celle du temps de la vie de la nature et du temps de la vie de la culture. Et je trouve que cette ouverture par les physiciens, et non pas par les psychologues ou les psychosociologues ou les sociologues, qui a été mise sur le temps de la vie de la nature et le temps de la vie de la culture est essentielle. Et il écrit « Sous l'influence des phénomènes irréversibles, les géométries de l'espace-temps homogène et isotrope cèdent la place devant un espace-temps différencié, désormais fondamental. Le fossé tend à se combler entre l'espace-temps vide de la physique et l'espace-temps actif de la vie ou de l'expérience intérieure. » Alors, on en arrive d'une certaine manière à des hypothèses de travail qui sont aussi celles qui sont menées dans mon laboratoire, qui travaillent précisément sur ce rapport entre philosophie, architecture, urbain, paysage,
à l'école d'architecture de Paris-la-Villette et à l'école spéciale d'architecture, c'est précisément de se demander s'il ne s'agit pas de repenser la qualité au prisme des éco-synergies, qui sont des éco-synergies existentielles, où ce qui est en jeu dans les synergies, c'est comment penser tout ensemble, et non pas séparer de façon abstraite, illusoire, les choses, comme nous l'avons fait dans une culture moderne qui nous a permis aussi d'énormes avancées, on pourrait dire, scientifiques et techniques. Mais qui nous aujourd'hui, dans une période, comme le dit Donna Haraway, où l'on habite le trouble, staying with the trouble, elles ne suffisent plus à prendre la mesure de la qualité. Donc je vous proposerai 5 paramètres que j'appelle existentiels pour signifier cette éco-synergie où les choses ne peuvent pas être séparées, qui se trouvent et qui s'avèrent déterminants pour prendre la mesure de la qualité. Alors, il y en a 5, comme les doigts de la main, d'une certaine manière. La première ligne de vie est celle de la ligne du temps ou de la reprise. C'est à la fois, finalement, la ligne de la trace de ce qui a précédé et la ligne du recommencement de ce qui arrive et de ce qui est nouveau. Alors, en ce sens, le philosophe Kierkegaard, qui était un des premiers, finalement, penseurs de la philosophie existentielle, dans son ouvrage traduit en français « La reprise » ou bien « La répétition », est particulièrement éclairant en ce qu'il nous amène à explorer ce qu'il appelle une catégorie paradoxale qui allie concrètement ce qui a été à ce qui est nouveau. Et finalement, il s'agit de l'exploration d'une voie qui ne soit ni rupture, ni répétition à l'identique, en se méfiant et de la mémoire répétitive et du tout autre, de l'absolument nouveau. Or, c'est Derrida qui, dans son ouvrage « L'autre cap », à propos de l'Europe, mettait l'accent sur l'importance, finalement, de se méfier de la mémoire répétitive qui refait la même chose de façon illusoire, mais aussi du tout autre qui rompt avec ce qui a précédé. Alors, je voudrais citer Kierkegaard parce que je pense que c'est très important sur la ligne du temps, où il nous explique la reprise et la réalité, le sérieux de l'existence. Reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais en direction opposée, car ce dont on a à ressouvenir a été, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. Et je pense évidemment que dans toute la culture de la transformation et de la réhabilitation, de la rénovation et de l'héritage et de la mémoire, cette question du ressouvenir en avant, suivant une formule de Kierkegaard, est absolument magnifique, puisqu'en quelques mots, il nous donne un chemin, on peut dire, à évaluer, cette ligne du temps à évaluer. Deuxième ligne, finalement, synergique, éco-synergique, existentielle, c'est la ligne de reliance ou le travail des liens, suivant l'expression de Edgar Morin, qui est un grand sociologue, philosophe, militant de la cause humaine et de la planète Terre, de la Terre-patrie, comme il dit, où il nous invite à l'art de lier et de délier. Et précisément, tout son travail, comme il l'explique dans sa méthode systémique et dans son dernier tome de la méthode systémique, l'éthique, il est bien précisément la reliance, c'est l'art de lier et de délier. Et donc, peut-on se mettre d'accord sur ce qu'il faut lier et délier? Puisque, en fait, la pensée complexe dont il nous parle, dont nous parle Edgar Morin, et dont lequel, je pense, beaucoup ont travaillé dans plusieurs disciplines sur précisément la systémique, ça n'est pas la tabula rasa, ni la réduction simplificatrice, abstraite, mais c'est au contraire la reconnaissance du déjà là et des situations habitantes où s'articulent le proche et le lointain, le local et le global, le singulier et le commun. Puisqu'en fait, le singulier et le commun ne sont jamais donnés ni arrêtés.
ils ne sont, finalement, ils sont toujours à construire, à penser, à éprouver, à ressentir. Et je peux constater que dans beaucoup de travaux qui se mènent, en tout cas en France, la question du singulier et du commun vient en première ligne dans l'art des liens et des reliances. La troisième ligne de temps, et je surveille ma montre, c'est la ligne expérientielle. Elle a déjà été soulignée. L'expérience, vous voyez, dans la philosophie, que ce soit la phénoménologie, que ce soit le pragmatisme, il est venu en première ligne. Et une façon de repenser l'humain et de remettre l'humain au centre, comme cela a été dit tout à l'heure, finalement, dans les trois interventions qui ont ouvert ce colloque, mettait en évidence l'importance de cette question de l'expérience, à savoir la prise au sérieux de la capacité à exister, et donc la capacité à ouvrir des possibles. La capacité à ouvrir des possibles sans effacer la mémoire, mais au contraire en la convoquant, sans effacer les attachements affectifs, mais au contraire en travaillant avec eux, et sans effacer non plus tout ce qu'on peut partager, mais en prenant ses distances vis-à-vis des modèles ou des dogmes qui se voudraient unifiants et universels, et le même pour tous. Et finalement, j'en rajoute deux autres sur ce que la qualité veut dire et sur la façon de... le chantier de la définition et de l'évaluation de la qualité, qui pour moi sont les mêmes. Définir et évaluer, c'est un peu la même chose. Cela a été souligné, mais on ne peut pas ne pas le souligner. C'est la ligne des impacts. Impact à l'échelle de la planète Terre et impact à l'échelle du vivant. C'est vraiment nouveau. Moi, je travaille dans les écoles d'architecture depuis de très nombreuses années, à Clermont-Ferrand, puis à Paris-la-Villette, puis maintenant à l'école spéciale d'architecture, aussi au Liban, à Beyrouth. Eh bien, il est certain que, vous voyez, il n'y a pas très longtemps que la question des impacts vient en première ligne en ce qui concerne la responsabilité de bâtir et de la culture du bâti. Et donc, qui dit ligne des impacts parle évidemment de l'empreinte écologique, du métabolisme, de l'urgence climatique, des énergies, des biodiversités, des cycles et recyclages, autant de préoccupations qui bouleversent les repères et qui rendent très difficile la pensée du tout. Et qui demandent d'inventer effectivement des mesures appropriées à cette culture des impacts sur la terre et le vivant. Et enfin, et je passerai rapidement sur cette dernière ligne, puisqu'elle a déjà été soulignée, c'est la ligne du collaboratif, finalement cette prise au sérieux du fait que cela ne peut pas être simplement top-down, ni bottom-up, mais qu'il faut finalement travailler de façon horizontale, et qu'il s'agit d'allier, on peut dire, les expertises et la société civile, les expertises et les citoyens. C'est quand même une grande révolution qui n'est pas simplement comme dans les années 70, après on peut dire les événements de mai 68, l'idée de participation, mais c'est l'idée de la nécessité absolue d'affronter les conflits, les controverses, les différences de point de vue pour trouver des terrains d'entente qui sont capables d'allier les difficultés et finalement qui exigent une grande lucidité vis-à-vis des conflits et des engagements que cela implique. Enfin, je voudrais donc, pour conclure, insister sur le fait que la qualité ne peut pas être ramenée à une maigre positivité, ni qui serait objectivable facilement. Elle ne peut pas non plus être ramenée à une seule subjectivité qui conduirait à des relativismes qui ne permettraient pas de cohabiter et de coexister. Mais il s'agit de faire place à la résistance, à la consistance du réel, et prendre la mesure de la consistance du réel. Puisque c'est peut-être aussi ce qu'on a en commun, c'est prendre la mesure de la consistance du réel et de la nécessité de finalement pouvoir allier le sujet et le réel. Grande question
grande piste qui nous avait été largement dans la recherche proposée par André Corboz, qui insistait sur l'importance pour le chercheur d'allier le réel et le sujet, parce qu'on ne peut pas les séparer. Il s'agit donc d'une dynamique. Et je pense que définir la qualité, c'est un chantier, évidemment, c'est notre chantier commun, mais il suppose que on travaille en termes idéels et matériels, c'est-à-dire que c'est une idée, la qualité. Et la culture, c'est des idées, mais c'est aussi matériel. Donc c'est idéal et matériel. Mais c'est aussi contextuel. On sait très bien qu'une architecture, ce qui la caractérise, c'est d'être située quelque part. Même si on a des principes communs, le fait d'être situé, par exemple pour le pavillon cycliste, d'être situé ici, dans ce lieu même de Genève, n'est absolument pas le même que s'il était situé boulevard Raspail, voyez, à Paris. C'est-à-dire la question d'être situé, donc le contextuel qui est essentiel et qui, je pense, correspond à la deuxième génération de l'évaluation. Et puis, et aussi d'être processuel, puisqu'il y a un process, c'est idéal et matériel, contextuel et processuel, puisque la qualité, comme la vie, elle évolue. Nous nous adaptons, nous nous transformons, et je pense que nous avons, dans une époque désorientée, qui est notre époque, c'est Amin Maalouf, le grand écrivain, académicien français, libanais, égyptien, nous dit que nous sommes des désorientés. Je pense que comment prendre la mesure de la qualité et la définir dans une époque de désorienté, où il s'agit de rebondir ensemble, finalement, en quête politique, éthique et esthétique de ce que qualité veut dire et de espace de vie, culture du bâti veut dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.